Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce chapitre 3 de Physiologie humaine où l'on va s'attaquer à un sens absolument fascinant, la vue. On l'utilise en permanence, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé comment ça marche ? Alors, tout commence avec la lumière, c'est le stimulus initial, le point de départ de tout. La grande question, c'est de comprendre comment cette lumière, qui au fond n'est qu'une onde électromagnétique, se transforme en une image cohérente, pleine de détails et de couleurs, à l'intérieur de notre cerveau. Pour répondre à cette question, il faut d'abord se pencher sur la nature même de la lumière. On va voir que ses propriétés physiques uniques ont littéralement sculpté notre œil au fil de l'évolution pour en faire l'instrument d'optique exceptionnel qu'il est aujourd'hui. Allez, on commence par les bases. Un petit peu de physique, mais vous allez voir, c'est essentiel pour saisir pourquoi la lumière, et pas une autre forme d'énergie, est devenue le stimulus parfait pour la vision. Voici la fameuse formule E égale H nu. Ça peut sembler un peu abstrait, mais l'idée est très simple. En gros, ça veut dire que l'énergie de la lumière est directement liée à sa fréquence. Plus la fréquence est élevée, comme pour la lumière violette, plus elle transporte d'énergie. Et inversement, une basse fréquence, comme la lumière rouge, eh bien, c'est moins d'énergie. Et quand on regarde ce schéma, il y a quelque chose qui est absolument frappant. Regardez cette toute petite bande colorée, le spectre visible. C'est minuscule par rapport à l'immensité du spectre électromagnétique. Tout le reste, les ondes radio, les rayons X, tout ça nous est complètement invisible. On ne perçoit vraiment qu'une toute petite fenêtre sur la réalité qui nous entoure. En fait, la lumière visible, c'est le juste milieu parfait pour la biologie. D'un côté, on a les rayonnements à haute énergie, comme les rayons X. Eux, ils sont beaucoup trop puissants, ils endommageraient nos molécules. De l'autre côté, les ondes radio n'ont pas assez de punch pour déclencher une réaction chimique fiable dans nos cellules. La lumière visible, elle, est pile dans la bonne zone. Assez d'énergie pour être détectée, mais pas trop pour être destructive. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi la lumière visible est le stimulus idéal, voyons comment l'œil réussit à l'exploiter. Tout repose sur deux grands principes physiques. Le premier, c'est l'isomérisation. Le mot est un peu compliqué, mais le concept est simple. Imaginez une molécule, le rétinal, qui a une certaine forme. Quand un photon de lumière la percute, bam, elle change de forme. C'est ce simple changement structurel qui est le tout premier domino, le point de départ de la transformation de la lumière en un signal nerveux. Et ce qui est génial, c'est que ce processus est réversible, prêt à recommencer. Le deuxième principe, on le connaît tous, c'est la réfraction. L'exemple typique, c'est la paille qui a l'air cassée dans un verre d'eau. C'est simplement que les rayons lumineux sont déviés quand ils changent de milieu en passant de l'eau à l'air. Eh bien, l'œil va utiliser précisément ce phénomène pour focaliser la lumière. Et pour contrôler cette déviation, on utilise des lentilles. Une lentille convexe, comme celle de l'œil, va prendre des rayons lumineux parallèles et les faire converger en un seul point, le point focal. C'est comme ça qu'on forme une image nette. Pensez à une loupe qui concentre les rayons du soleil. C'est exactement la même idée. Alors, maintenant qu'on a nos briques de base, la détection et la focalisation de la lumière, c'est passionnant de voir comment l'évolution a assemblé tout ça petit à petit pour construire un organe aussi complexe que l'œil. L'œil n'est pas apparu d'un seul coup, ça a été très progressif. Au début, il s'agissait juste de détecter la présence de lumière ou non. Puis est venue la capacité de savoir d'où venait la lumière grâce à une simple cellule pigmentaire qui créait une ombre. Et enfin, l'étape décisive, la capacité de former une image, même très simple, grâce à une structure en trou d'épingle. Et ce fameux principe du trou d'épingle, c'est le sténopé, ou la camera obscura, la chambre noire. Un concept d'une simplicité géniale. Un petit trou dans une boîte, et une image inversée se forme sur la paroi du fond. Eh bien, c'est le modèle de base sur lequel notre propre œil est construit. Alors, gardons cette image de la chambre noire en tête, et regardons maintenant l'anatomie de l'œil humain. On va voir comment chaque composant correspond à une partie de ce modèle de base, mais en version incroyablement sophistiquée. L'analogie est vraiment parfaite. La sclère, le blanc rigide de l'œil, c'est la paroi de notre boîte. La pupille, ce petit point noir au centre, c'est notre trou d'épingle. Et tout au fond, la rétine, cette fine couche de cellules nerveuses, c'est notre pellicule photographique, là où l'image va se projeter. Pour former cette image, la lumière traverse plusieurs milieux transparents. Comme le montre ce tableau, chacun a un indice de réfraction différent, et donc chacun dévie un peu la lumière. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le cristallin qui fait le plus gros du travail, c'est la cornée. C'est elle qui assure la majeure partie de la focalisation de la lumière. Bon, la cornée fait le gros du boulot, mais sa puissance est fixe. Alors, comment on fait pour voir net aussi bien de près que de loin ? C'est là qu'intervient le super pouvoir de l'œil, un mécanisme d'ajustement absolument génial qu'on appelle l'accommodation. Et cet ajustement, il est réalisé par le cristallin. C'est notre lentille réglable. Quand on regarde au loin, le muscle ciliaire est relâché et le cristallin est aplati. Pour regarder de près, ce muscle se contracte, ce qui relâche la tension sur le cristallin. Comme il est élastique, il reprend une forme plus bombée, plus puissante, ce qui permet de faire le point sur l'objet proche. Malheureusement, ce mécanisme incroyable ne dure pas toute la vie.
Avec l'âge, le cristallin perd de son élasticité, il se rigidifie. Ce graphique montre très clairement que l'amplitude d'accommodation chute avec les années. C'est la presbytie et c'est pour ça que beaucoup de gens finissent par avoir besoin de lunettes de lecture. Voilà, on a déjà couvert pas mal de terrain. On est parti de la physique d'un simple photon pour arriver à la formation d'une image nette au fond de l'œil. Faisons un petit récapitulatif des points clés de cette première partie. On a donc vu que la lumière visible est le stimulus parfait pour la biologie. On a compris que l'œil utilise la réfraction pour fonctionner comme une chambre noire perfectionnée qui a évolué par étapes. Et enfin, on a détaillé le rôle de la cornée pour la focalisation principale et celui du cristallin pour l'ajustement fin, l'accommodation. On a donc notre image, nette, projetée sur la rétine. C'est formidable. Mais pour l'instant, ça reste de la physique, de l'optique. Ce n'est qu'un motif de lumière sur une surface. La question cruciale maintenant, c'est comment cette image physique devient-elle une information nerveuse, une perception que notre cerveau peut interpréter ? C'est précisément ce que nous allons explorer dans la deuxième partie de ce chapitre, en plongeant au cœur de la rétine. En attendant, pour bien assimiler ce qu'on vient de voir, je vous encourage vraiment à faire les quiz associés à ce cours. Merci de votre attention et à très bientôt pour la suite.